Chers étudiants, bonjour, bienvenue au cours du Management Général. Alors ce cours est dédié aux étudiants de la licence fondamentale en sciences économiques et gestion, semestre 2. Alors comme vous voyez sur la diapositive, on va traiter le Management Général et spécialement les écoles de management. Et bien évidemment, notre présentation va se dérouler selon le plan suivant. On va présenter bien sûr le contexte de ce qu'on va traiter ensemble. Problématique managériale, parce que tout sujet suppose la présentation de problématiques managériales. Un cadre théorique managérial qui va cerner et qui va nous aider à répondre à cette problématique. Et on va essayer d'analyser ensemble l'évolution de ces théories qui vont nous aider à comprendre et répondre à notre problématique de départ. Bien. Ensemble, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans le contexte de l'entreprise. Donc, comme vous le savez, l'entreprise vit dans un environnement turbulent. Un environnement là où il y a une concurrence farouche. Dans cet environnement, le client, il est averti, il devient exigeant, de plus en plus exigeant. Pourquoi? Parce que l'information est disponible. Grâce à quoi? Grâce à la technologie de l'information et de la communication, bien sûr, et aussi à la révolution réseautique. Tout ce qui est Facebook, Twitter, Instagram, etc. Donc le client aujourd'hui n'est pas un client qui ne connaît rien, mais c'est un client qui connaît tout. L'ouverture internationale a fait que l'entreprise vit dans ce contexte de concurrence. Elle doit maîtriser la culture comme elle doit lancer des bonnes stratégies pour gagner cette guerre concurrentielle. Donc l'entreprise, dans ce contexte, a besoin de survivre. Mais ce n'est pas gratuit, car l'entreprise doit performer et réussir dans ce contexte pour parler de survie par la suite. Comment l'entreprise peut performer et réussir? C'est sur la base des qualités qu'elle doit posséder, ce qu'on appelle l'agilité. Alors l'entreprise, dans ce cas-là, il faut qu'elle s'adapte à tous les contextes. Il faut qu'elle s'adapte aux changements. Il faut qu'elle soit apprenante. Quand on dit apprenante, c'est une entreprise qui procède, ou bien l'entreprise qui fait tout le temps une amélioration continue en son sein, en adoptant des outils de la qualité, c'est-à-dire d'analyse de la qualité, d'amélioration de la qualité. L'entreprise adopte ce qu'on appelle l'apprentissage, tout le temps en plein apprentissage, et pour développer, pour innover, pour lancer de nouvelles idées qui font qu'elles soient bien sûr différentes par rapport aux concurrents. L'entreprise, dans ce contexte, doit être qualifiante. L'entreprise qualifiante, c'est une entreprise qui sait comment surmonter les crises et dépasser les crises par le lancement de bonnes stratégies de survie. Très bien. Alors, c'est quoi la problématique en fait qui regroupe l'apport de l'ensemble des théoriciens, des auteurs, des praticiens et des écoles de management, si vous voulez? C'est tout simplement ce qu'on appelle le succès ou bien la performance. Comment performer et réussir au sein de l'entreprise? C'est une grande question. Comment répondre à cette question? Il faudrait faire appel à ce qu'on appelle un cadre théorique. Alors, cadre théorique, tout simplement, ce n'est rien d'autre que les apports des auteurs, théoriciens, praticiens, des chercheurs et ceux qui ont d'expérience dans le domaine managérial qui vont nous aider par leurs idées et nous dire comment améliorer la productivité au sein de l'entreprise, comment développer tout ce qui se passe au sein de l'entreprise afin de performer. Alors, en faisant l'analyse de toutes ces écoles, on va trouver par la suite une réponse qui est combiner l'art et la science. En fait, le management, tout simplement, ce n'est rien d'autre que deux éléments combinés, à savoir l'art et la science. La science, tout simplement, c'est une vision du monde qui se base sur la science.
En utilisant quoi? En utilisant tout ce qui est mécanique, technique, procédural, formel, bureaucratique et autoritaire, pratique. Donc tout ce qui est générique doit être considéré comme étant science. Tout ce qui est partagé entre tout le monde doit être considéré comme étant science. Par contre, si on parle de l'art, l'art c'est une vision du monde qui se base sur les comportements, ce qu'on appelle les soft skills, le savoir-être et le savoir-vivre. Alors, pour performer au sein de l'entreprise, il faudrait être doué en utilisant les techniques scientifiques et la méthode scientifique dans la gestion des entreprises. Également, il faudrait savoir comment utiliser ces techniques et méthodes scientifiques pour performer ce qu'on appelle l'aspect comportemental ou ce qu'on appelle également les soft skills des managers. Pourquoi? Tout simplement pour avoir trois composantes de la performance. Alors l'efficience, c'est réussir tout ce qui est processus. Efficacité, c'est l'atteinte des objectifs que l'entreprise fixe au départ. Et pertinence, c'est la répétition des bons résultats que l'entreprise réalise à chaque fois. N'oubliez pas que la performance est un concept polysémique. C'est un concept difficile à définir. Pourquoi? Parce que c'est un concept qui dépend des contextes. Ce n'est pas une définition qui est figée, exhaustive, mais c'est une définition qui dépend également des contextes. Pour expliquer ce que nous venons de dire, à savoir l'art et la science, il faudrait revenir vers l'histoire et faire ce qu'on appelle un recentrage sur les approches organisationnelles. Alors, quelles sont ces approches organisationnelles? On va commencer par exposer ce qu'on appelle l'école scientifique. Alors, pour l'école scientifique, la science est la seule et la meilleure façon de faire. One best way. C'est quoi ça? Tout simplement, c'est que pour performer, pour réussir au sein de l'entreprise, vous devez maîtriser la méthode, la technique, les procédures, les outils, les pratiques, tout ce qui est générique doit être maîtrisé efficacement et avec une efficience pour réaliser la performance au sein de l'entreprise. Alors, qui sont les auteurs en fait de cette école scientifique? On peut parler, je suppose que vous connaissiez parce que nous avons déjà traité ce volet, mais on fait un rappel avant de passer vers d'autres écoles. Taylor. Nous avons également Ford, ce qu'on appelle Henry Ford. Nous avons Fayol et nous avons Max Weber. Alors, c'est quoi en fait les principes, ou bien quels sont les principes qui sont partagés entre l'ensemble des auteurs? Tout simplement, ces auteurs sont d'accord que pour performer et réussir et augmenter, si vous voulez, la productivité, parce que dans cette école, la performance est mesurée par la productivité, c'est quantitatif, c'est objectif, donc on est censé étudier la performance, bien sûr, en suivant ce paradigme scientifique qui dit la productivité. Alors pour augmenter la productivité au sein de l'entreprise, selon ces auteurs, il faudrait faire ce qu'on appelle la division du travail. Ça, c'est parmi les principes majeurs en fait qui sont utilisés par l'ensemble des auteurs. L'entreprise ici, dans cette école, est considérée comme étant une machine. Les ouvriers sont seulement des outils. Alors ici, la notion humaine n'existait pas. Par contre, on parlait par la suite de la notion humaine quand on va arriver à traiter ce qu'on appelle l'école des relations humaines. Bien. Également, dans cette école, il y a le principe de la spécialisation des tâches. Alors, dès qu'on divise les tâches, on est en train de faire quoi? On est en train d'apprendre. Et apprendre veut dire se spécialiser, c'est-à-dire apprendre avec l'effet d'expérience, on devient des spécialistes. L'unicité de commandement, l'existence d'une seule personne qui commande depuis le sommet de la hiérarchie. La hiérarchisation des fonctions, c'est qu'il faudrait séparer les pouvoirs, les statuts et les fonctions au sein de l'entreprise. Alors, quel est l'apport de chaque auteur? L'organisation scientifique du travail, c'est l'apport de Taylor. Alors, Taylor, il nous a parlé de l'organisation scientifique du travail en précisant
que pour augmenter la productivité de son entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faudrait diviser le travail horizontalement et verticalement. Alors, diviser le travail horizontalement veut dire exactement que vous devez essayer de détacher en fait la fonction en tâches élémentaires. Alors, quand on dit détacher la fonction en tâches élémentaires, ça veut dire que chaque ouvrier doit bien sûr exercer ce qu'il fait, mais c'est juste une petite tâche qui fait partie de l'ensemble. Une tâche qui doit être exercée d'une manière répétitive jusqu'à ce que l'ouvrier soit un spécialiste. Il y a aussi ce qu'on appelle une division verticale. La division verticale, selon Taylor, tout simplement veut dire que vous devez séparer tout ce qui est ingénieur par rapport à tout ce qui est technicien. Donc, il faut garder le statut de chacun à sa place. Il faut séparer les pouvoirs et donner chacun à sa valeur. Alors, quand on parle de Ford, n'oubliez pas que l'organisation scientifique du travail a donné un grand succès au management ou bien aux sciences de gestion, mais chaque auteur, bien sûr, garde, ça veut dire il critique tout simplement, mais il garde ce qui a été lancé par l'auteur précédent et essaie en fait d'améliorer l'approche par d'autres idées. Comme par exemple ici Ford il a parlé de ce qu'on appelle le travail à la chaîne. Alors la chaîne de Ford veut dire quoi? Tout simplement c'est une chaîne de montage qui circule d'une certaine rapidité devant des ouvriers qui sont collés dans leur poste en faisant le même geste, c'est-à-dire en faisant également la même chose comme Taylor, une certaine division de travail horizontale, c'est-à-dire en exerçant les mêmes tâches jusqu'à ce qu'on devienne des spécialistes et en faisant le travail d'une manière à ce qu'on arrive à augmenter la production. Donc la chaîne de valeur, ou bien ce qu'on appelle plutôt, pardon, pas la chaîne de valeur, mais le travail à la chaîne de Ford, nous a permis, ou bien a permis aux entreprises d'augmenter la production, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle devienne une production de masse. Pourquoi? Parce que l'idée en fait de Ford, c'est c'est-à-dire de donner la chance aux ouvriers d'acheter également les produits qui étaient considérés auparavant comme étant des produits de luxe pour qu'ils deviennent des produits de grande consommation, ce qu'on appelle des produits de masse. Donc c'était une idée géniale. Pourquoi? Parce que le fait de penser à la chaîne de montage, le travail à la chaîne, ça a permis à ce qu'on augmente en fait la production et en termes de coûts, ce qu'on appelle les économies d'échelle. C'était aussi l'apport de Henry Ford à l'époque. Bien. Donc, pour Taylor et pour Ford, qui ont essayé de développer la productivité au sein de l'entreprise en se basant exactement sur l'amélioration du fonctionnement ainsi que comment traiter les tâches, l'activité, la fonction. Et il y a d'autres auteurs qui ont pensé différemment. Ils ont nous dire comment en fait gérer tout ce qui se passe au sein de ces services-là, où il y a bien sûr l'exercice des activités en tâches élémentaires avec une grande rapidité et avec aussi c'est-à-dire le nombre en fait, ou bien la production de masse. Comment faire? Il faut penser à gérer. Alors quand on dit penser à gérer, on va penser à qui? On va penser à Fayol. Fayol lance ce qu'on appelle l'administration au sein de l'entreprise. Alors Fayol, il a pensé au processus de gestion. C'est quoi le processus de gestion? C'est tout simplement les étapes qui font à ce qu'on arrive à réaliser les objectifs managériaux. Alors tout simplement commençons par planification jusqu'à contrôle-évaluation. Alors Fayol, il a aidé les sciences de gestion par le lancement de 5 étapes principales qui sont considérées comme étant le processus managérial et également 6 fonctions parce que Fayol il a pensé à organiser le travail au sein de l'entreprise sur la base des fonctions. Donc c'est lui en fait le précurseur qui a pensé à lancer le terme des fonctions administratives, fonctions comptables, fonctions marketing, etc. au sein de l'entreprise.
Et il a pensé à ce qu'on appelle les 14 principes de gestion. Donc nous avons traité tout ça ensemble, c'est juste un rappel avant de commencer l'école des relations humaines. Alors, bien sûr, organiser la tâche, organiser la fonction, savoir comment travailler pour augmenter la productivité, également organiser tout ça administrativement, sans oublier que Fayol, il a privilégié la fonction administrative. Il a privilégié la fonction administrative, il a dit que c'est une fonction beaucoup plus importante que d'autres, comme la fonction comptable, commerciale et autres. Sans oublier qu'il faudrait organiser également les relations entre les personnes, ce qu'on appelle les relations de pouvoir. Alors dans ce cadre-là, il y a ce qu'on appelle Max Weber. Max Weber a pensé exactement à ce qu'on appelle la bureaucratie, à ce qu'on appelle les règles, hein, tout ce qui est formel pour organiser le travail au sein de l'entreprise. Donc quand il a pensé à la bureaucratie, et la bureaucratie tout simplement, c'est bien sûr organiser le travail tout en faisant appel au pouvoir. C'est pour cette raison qu'il a étudié 3 sources de pouvoir principales. D'abord, il nous dit que si les gens, si les managers ou bien les gestionnaires ont du pouvoir sur l'entreprise, ça pourrait être lié à un héritage. Soit ces managers ont hérité l'entreprise comme les entreprises familiales et ils deviennent par la suite les chefs et donc ils seront respectés, etc. Écoutés et bien sûr ils peuvent avoir ce statut de chef. Il se peut que le pouvoir soit lié à ce qu'on appelle le charisme. Max Weber nous a dit que le charisme tout simplement est lié aux qualités personnelles que possède le chef. Et le charisme, c'est quoi? C'est l'art de l'influence. Avoir cet art d'influence, influencer les autres, être suivi, écouté par les autres aussi. C'était lancé comme étant source de pouvoir par Max Weber. Et troisième source de pouvoir, c'était le statut au sein de l'entreprise, c'est-à-dire la fonction, des fois la fonction confère un certain statut privilégié au chef d'entreprise. Donc il est respecté par son statut au sein de la hiérarchie. Bien. Donc ces auteurs, certainement, ont participé ensemble à améliorer la productivité des ouvriers à l'époque, chacun avec des idées propres, mais sans oublier que ce sont des idées qui ont partagé les mêmes principes et qui ont travaillé dans le même sens dans un cadre, qui fait appel à la science, à la technique, à la méthode, à la procédure et à tout ce qui est formel, à tout ce qui est pouvoir, etc. Donc, on ne peut pas parler de ces auteurs sans dire un mot sur l'homme, ce qu'on appelle l'être humain, comment a été considéré dans cette école scientifique, également l'entreprise, comment a été perçue dans cette école scientifique. L'être humain était considéré comme étant un être logique, raisonnable, et les paresseux, fraudeurs, etc. C'est un être économique, motivé seulement par le salaire, par l'argent, recherche la sécurité, une définition claire de son travail, assimile bien les tâches simples et faciles. Pour dire un mot sur l'être humain, comment a été perçu par cette école scientifique, c'est qu'il a besoin de l'autorité, il a besoin du pouvoir, il a besoin de lui expliquer tout le temps ce qu'il doit faire. C'est un paresseux, c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler, donc on a besoin tout le temps de faire appel à l'autorité pour qu'il fasse son travail. Elle est motivée seulement par le salaire, parce que dans cette école, le salaire, la motivation c'était à la tâche. Donc vous travaillez plus, vous gagnez plus, vous travaillez moins, vous gagnez moins. L'entreprise a été considérée comme étant quoi? Un système fermé, statique, qui n'est pas dynamique. L'entreprise n'est pas ouverte vis-à-vis de son environnement. Elle est rationnelle, parce que l'entreprise aussi est rationnelle, elle cherche à gagner le profit, marge bénéficiaire, etc. L'entreprise considère les ouvriers dans cette école comme étant un coût et non pas une ressource. Donc il faut, bien sûr, l'entreprise cherche à optimiser son gain au maximum. La productivité est la mesure de l'efficacité, comme j'ai déjà signalé au départ. Donc, pour résumer l'ensemble,
l'école scientifique représentée par les 4 auteurs, c'est une école qui considère l'être humain comme une machine, ou bien comme un outil de travail. L'entreprise, c'est une machine. Alors quand on dit cela, il faut penser à ce qu'il n'y a pas une notion humaine dans cette école scientifique. Alors l'école scientifique, c'est une école qui croit énormément à ce qu'elle voit, c'est-à-dire tout ce qui est concret. Procédure, pratique, réalisation, productivité, atteindre des objectifs, etc. Mais quand on pense à l'être humain, c'est différent. Et ce qui a été remarqué par d'autres auteurs comme étant un ensemble de critiques lancées vis-à-vis de cette école scientifique et vis-à-vis de cette façon de gérer au sein de ces entreprises américaines, qui sont des entreprises qui utilisent une méthode qui ne font que épuiser les ouvriers. Alors c'était le cas d'une autre école qui lance en fait un ensemble de critiques comme l'épuisement mental, physique, psychologique, ce qu'on appelle le burn-out. Également, c'est une fatigue qui fait que l'ouvrier, soit il se suicide, soit il part. Il y a ce qu'on appelle une démotivation de l'ensemble de la plupart des ouvriers. Donc ce sont des remarques qui ont été lancées par d'autres auteurs qui font partie de ce qu'on appelle l'école des relations humaines. Ce sont des auteurs dont la plupart sont des psychologues et sociologues, contrairement aux auteurs scientifiques qui sont la plupart des ingénieurs et connaisseurs de la science. Alors, les auteurs de l'école des relations humaines, on peut citer quelques-uns, comme Maslow, McGregor, Mayo, Herzberg, nous avons Gerris, Kurt Lewin et Rickert. Quel est l'apport de ces auteurs? Tout simplement, comme l'a dit, ou bien comme nous l'avons déjà remarqué à travers l'analyse de la première école qui est l'école scientifique, il existe une seule et une bonne façon de faire, ce qu'on appelle the one best way. Cette école-ci, l'école des relations humaines, nous dit qu'il existe une seule et une meilleure façon de faire. Laquelle? C'est tout simplement ce qu'on appelle l'art. Alors, on va voir ensemble de quoi il s'agit en faisant l'analyse de l'apport des auteurs qui font partie de cette école des relations humaines. Prenons connaissance de ces auteurs, nous aurons bien sûr la chance de traiter ce qu'a rapporté Mayo, Maslow, McGregor. Chacun, bien sûr, va essayer de développer la productivité et d'autres éléments qu'on va voir ensemble à travers cette école au sein de l'entreprise. L'analyse des besoins avec Maslow, McGregor, lancement des théories X et Y, Herzberg, on va analyser les théories d'hygiène, les facteurs d'hygiène et les facteurs de motivation, la dynamique de groupe avec Kurt Lewin et le principe de la relation intégrée et de leadership. On va voir d'autres auteurs qui ont parlé également de leadership. Alors, Elton Mayo, c'est quoi son apport? Elton Mayo, tout simplement, il a mené une expérience qui s'appelle une expérience Hawthorne. C'est une expérience menée auprès de 2 groupes d'ouvriers au sein d'une entreprise qui fait partie de la Western Electric Company près de Chicago. Alors, qu'est-ce que Mayo veut tester? Tout simplement, est-ce que vraiment ce qu'a rencontré les scientifiques comme étant tout ce qui est matériel peut motiver les salariés, c'est-à-dire les conditions du travail. Ici, Mayo, il va tester l'amélioration des conditions de travail comme l'éclairage, etc., au sein de l'entreprise. Chez un groupe, il va améliorer les conditions. Chez un autre groupe, il va laisser les conditions normales comme au départ. Alors, c'est quoi la remarque de Mayo? Tout simplement comme résultat, c'est qu'il y avait motivation même s'il n'y avait pas l'amélioration des conditions du travail pour le deuxième groupe. Ça veut dire que le deuxième groupe
à travailler dans les mêmes conditions initiales, il n'y avait pas amélioration des conditions d'éclairage, etc. Mais il a remarqué également qu'il existait ce qu'on appelle la motivation. Comment ça se fait? Tout simplement, Maillot a remarqué qu'il n'y a pas seulement les conditions matérielles qui peuvent motiver. Il faut parler aussi d'autre chose. Ça peut avoir lieu, ou bien ça peut avoir une relation avec ce qu'on appelle les émotions. En ce moment-là, Maillot a cité ce qu'on appelle la motivation par l'implication dans l'expérience. Et le fait de savoir qu'on est observé, ça peut motiver ces personnes qui participent dans l'expérience random. Par conséquent, Maillot a compris que la motivation par l'attention et l'intérêt peut avoir lieu au sein de l'entreprise. Également, il y a d'autres éléments comme la relation entre les individus. Le fait de travailler et de participer pour atteindre un objectif commun au sein d'un groupe, tout en nouant des relations entre les personnes qui travaillent dans ce groupe, permet de motiver. Il y a également un autre point comme la souplesse dans la gestion. Alors, en lançant une expérience pareille, c'est une petite expérience, mais c'est un projet, en fait, là où tout le monde est motivé, mobilisé pour participer dans l'expérience, et il a remarqué qu'il y avait une souplesse dans la gestion, c'est une source également de motivation pour Maillot. Pour conclure ce qu'a dit Maillot, il pense énormément à ce que l'affectivité, c'est une source de motivation et non pas des conditions matérielles. Ça, c'est pour Maillot. Alors maintenant, d'autres auteurs ont participé à améliorer la performance, développer ou bien améliorer la productivité des ouvriers, si vous voulez, au sein de l'entreprise, par d'autres idées. Comme Maslow, ce qu'on appelle Abraham Maslow, il a étudié les besoins de l'homme. Et il voulait dire, par les besoins, c'est qu'un manque existant chez l'être humain peut pousser cet être humain à chercher à atteindre des objectifs. Donc déjà, quand on a un besoin, on est motivé pour travailler, pour satisfaire ce besoin. Donc, Maslow a hiérarchisé les besoins selon deux volets principaux, à savoir les besoins primaires, ce qu'on peut avoir facilement, c'est des besoins qui peuvent être à la portée de tout le monde, même il y en a des besoins qu'on partage avec les animaux, comme les besoins physiologiques, comme dormir, comme manger, comme se reposer, etc. Alors quand il parle de besoin de sécurité, la sécurité c'est surtout au travail, on a besoin d'être en sécurité, c'est avoir un salaire, mais pas seulement avoir un salaire, c'est aussi avoir un contrat de travail. Parce qu'on peut avoir un salaire, mais il se peut que l'ouvrier ait peur en fait de ne pas, bien sûr, continuer à travailler dans cette entreprise, donc il va sentir un sentiment d'insécurité. Alors le contrat de travail, c'était parmi les conditions qui font qu'il y a une satisfaction d'un besoin de sécurité. Si on part vers les besoins secondaires, ce qu'on appelle l'être, ça veut dire que ce sont des besoins supérieurs, ça c'est des besoins primaires, et d'autres peuvent être considérés comme étant des besoins supérieurs. Il y a le besoin d'appartenance. Appartenir à un groupe, c'est motivant. Ça veut dire qu'on a une identité groupale, on est en train de s'identifier à une culture, et par conséquent, on aura quand même une certaine motivation d'appartenance et d'identification qui font que la personne fournit un effort considérable pour atteindre des objectifs collectifs. Besoin d'estime, chacun des personnes ou bien qui existent au sein de l'entreprise, qui travaillent au sein de l'entreprise, a besoin de s'estimer auprès des autres et aussi de s'estimer vis-à-vis de lui. Ça veut dire qu'on a besoin de se sentir aimé et bien sûr apprécié par les autres et par soi-même. Quand on parle de besoin de réalisation, tout en arrivant vers le sommet de la pyramide,
on va atteindre un niveau supérieur de satisfaction des besoins. Et en ce moment-là, on parle de ce qu'on appelle le développement personnel, l'épanouissement, etc. à travers une satisfaction des besoins de réalisation de soi au sein de l'entreprise, au sein de la famille et autres. Puisqu'on traite le management, on parle de l'entreprise. Donc, la hiérarchisation des besoins selon Abraham Maslow, c'est tout simplement un outil également d'analyse managériale qui fait développer la motivation au sein de l'entreprise qui est une source de performance. Sans oublier que Maslow nous a dit que si un besoin inférieur n'est pas satisfait, on ne peut pas passer vers un besoin supérieur. Et dans ce cas-là, il faudrait commencer par le bas de la pyramide en satisfaisant ses besoins et en commençant, bien sûr, à avancer plus ou moins vers le sommet de la pyramide pour satisfaire d'autres besoins. D'autres auteurs, comme McGregor, a analysé ce qu'on appelle deux catégories de personnes, si vous voulez, personne X et personne Y, pour nous aider à trouver une bonne manière de gérer les êtres humains, de les motiver au sein de l'entreprise. Alors, les modes de direction basés sur les théories X peuvent être employés avec succès lorsque les besoins physiologiques de l'individu ne sont pas satisfaits. On va voir de quoi il s'agit, c'est quoi cette théorie X. La théorie X considère quoi? Considère l'être humain comme étant paresseux. Elle ressemble à ce qu'a dit les auteurs dans l'école scientifique. Il n'aime pas le travail, il doit donc être contrôlé, dirigé, soumis à des sanctions dans la mesure où le travail est nécessaire, seul le salaire c'est une source de motivation. L'homme préfère être dirigé, évite toute responsabilité, il a peu d'ambition et préfère la sécurité, n'aime pas le changement, donc c'est une personne qui peut être gérée par la science. McGregor ajoute également une deuxième catégorie de personnes, c'est ce qu'on appelle Y. La théorie Y, le travail est aussi indispensable que le repos. Chez ces personnes, il faudrait travailler. Et le travail, il est indispensable. Il fait partie des besoins physiologiques, si vous voulez. C'est comme le repos. Le repos, c'est un besoin physiologique. Le système de sanction et de contrôle externe n'est pas le seul moyen d'amener les hommes à satisfaire les besoins, mais il faudrait penser à d'autres techniques pour les motiver. L'homme a la capacité de s'autodiriger, s'autocontrôler, donc il y a ce qu'on appelle un management moderne qu'il faudrait appliquer vis-à-vis de ces personnes Y. D'autres auteurs, comme Herzberg, la théorie bifactorielle, ce qu'on appelle l'analyse des facteurs d'hygiène et les facteurs de motivation. Donc Herzberg nous a parlé des facteurs d'hygiène et nous a dit que si les facteurs d'hygiène comme les conditions de travail, etc., les conditions de travail, donc si les facteurs d'hygiène ne sont pas présents, par exemple, ne sont pas améliorés au sein de l'entreprise, en ce moment-là, c'est une source de démotivation. Par contre, si les facteurs d'hygiène existent, sont bien soignés au sein de l'entreprise, ça peut être non pas une source de motivation, mais c'est une source également de satisfaction, si vous voulez. Donc les travailleurs vont être contents, mais non pas motivés, d'accord? Mais s'ils ne sont pas présents, en ce moment-là, c'est une source de démotivation. Alors, quand on dit les facteurs de motivation, c'est différent. Parce que les facteurs d'hygiène peuvent susciter le mécontentement s'ils ne sont pas satisfaits. Et s'ils sont satisfaits, ils ne sont pas source de motivation. D'accord? Par contre, les facteurs de motivation influencent positivement le comportement individuel, comme la reconnaissance de soi, l'appartenance à un groupe, l'intérêt du travail, etc. Donc, ce sont en fait des facteurs psychologiques qui sont importants pour l'être humain pour qu'il soit motivé, d'accord, pour déclencher la motivation.
et sociologique aussi, parce que des facteurs sociologiques, comme l'appartenance à un groupe, c'est une source également de motivation selon Maslow. Pour motiver au sein de l'entreprise, Herzberg préconise ce qu'on appelle l'enrichissement des tâches. Chercher à enrichir les tâches, le travail, pour éviter en fait tout ce qui fait la lassitude dans le poste, etc. Sans oublier que parmi en fait les déclencheurs des dépressions, les déclencheurs des burn-out, ou ce qu'on appelle l'épuisement mental, physiologique, psychologique, chez les ouvriers à l'ère scientifique, c'était en fait l'ennui, la routine, la répétition des tâches, et un travail répétitif, routinier au quotidien ne fait que rendre les personnes en situation de malaise. Comme conclusion des travaux de Herzberg, l'organisation du travail doit apporter une réponse aux deux catégories de besoins. Il faut tout simplement éviter le mécontentement par l'amélioration des conditions de travail ou bien par prendre soin de ce qu'on appelle les facteurs d'hygiène, et également penser à motiver par la provocation de la satisfaction en faisant attention aux tâches qui sont pratiquées par les ouvriers et par l'élargissement et par l'enrichissement. Une autre personne qui a participé énormément à la motivation au sein de l'entreprise par le développement de ce qu'on appelle la dynamique du groupe, qui s'appelle Kurt Lewin. Selon Kurt Lewin, il est plus aisé de faire évoluer un groupe qu'une personne isolée. En ce moment-là, Kurt Lewin incite à ce que les personnes ne travaillent pas toutes seules. Il faudrait qu'elles intègrent un groupe. Pourquoi? Parce que l'appartenance à un groupe, c'est une source de motivation pour ces personnes. Il teste 3 modes de commandement. En ce moment-là, il va parler de ce qu'on appelle le leader. Le leader, selon Kurt Lewin, il peut être un leader autoritaire. C'est quoi tout simplement? C'est qu'il donne des ordres et il est éloigné de ses subordonnés. Ça veut dire qu'il existe une distance hiérarchique verticale qui est grande entre le chef et les subordonnés. Le leader démocratique, c'est un leader, c'est quelqu'un qui dirige le groupe en acceptant les remarques, la discussion et d'autres éléments. Le leadership, du laisser-faire, implique que les directives, les informations sont sollicitées par le groupe, le manager ne s'implique pas. Lewin recommande la deuxième forme de gestion de groupe, ce qu'on appelle le leadership démocratique. Ce n'est pas seulement Kurt Lewin qui a travaillé sur le leadership, mais il y en a d'autres auteurs qui ont essayé d'analyser le leadership au sein de l'entreprise tout en donnant naissance à de nouvelles idées, mais qui sont des idées brillantes qui aident à bien motiver au sein de l'organisation. Likert a parlé de ce qu'on appelle le principe de la relation intégrée et le leadership. Le principe de la relation intégrée et le leadership nous dit que le travail de groupe permettrait l'amélioration des relations interpersonnelles. Ça veut dire que le travail en groupe, c'est une source de motivation. Son travail concerne aussi les sujets de direction et leadership. Comme point, il a analysé 3 styles d'autorité, si vous voulez, ou bien de leadership. Ce qu'on appelle le style autoritaire, le style consultatif et le style participatif. Donc le style autoritaire, il indique que le pouvoir est centralisé. Un ensemble de règles et des modes de contrôle sont mis en place. C'est comme le style qui est pratiqué par l'école scientifique. Le cas là où Max Weber a imposé des règles formelles et aussi il a analysé des sources de pouvoir, ce qu'on appelle aussi la bureaucratie. Donc c'était le cas, en fait, si on applique un style autoritaire au sein de l'entreprise, on est situé dans l'école scientifique, fonctionnelle, opérationnelle, autoritaire, etc. Style consultatif, ou bien style consultatif, c'est que le personnel au sein de cette entreprise
donne son avis, mais ne participe pas à la prise de décision. En ce moment-là, le chef peut prendre les avis des gens, des personnes qui travaillent, mais il n'est pas censé prendre en considération leurs idées dans la prise de décision finale. Style participatif, c'est quoi? C'est que chacun participe à la prise de décision au sein de l'entreprise. C'était l'apport de Likert Rensis. On va analyser maintenant ce qu'on appelle l'apport de Black et Mouton par rapport au style de management. La grille managériale de Black et Mouton analyse les styles de leadership, si vous voulez, selon deux éléments importants, à savoir le degré d'intérêt porté au résultat et à la production. Ça veut dire l'attention, bien sûr, qui est apportée ou bien donnée à la réalisation des objectifs quantitatifs, des objectifs comme la productivité, comme le chiffre d'affaires, comme la marge, etc. Donc, degré d'intérêt porté au résultat et à la production, et nous avons le degré d'intérêt porté aux relations humaines. Donc, ces deux auteurs ont analysé 5 styles de leadership en parlant de ce qu'on appelle un style laissez-faire. C'est un style qui est laxiste, tout simplement, comme nous l'avons déjà défini, comme étant un style qui ne se casse pas la tête par tout ce qui se passe au sein de l'entreprise. Il laisse faire, laisse aller les choses. Un style autoritaire, centré sur la tâche. Regardez, en fait, il est centré énormément sur la tâche. Il prête attention aux résultats quantitatifs. C'est l'apport, en fait, de l'école scientifique. Combien vous avez réalisé? Si vous réalisez énormément, vous performez. Alors ici, la notion humaine n'existe pas. Regardez, déjà le degré d'intérêt porté aux relations humaines, il est trop faible. Si on revient vers le style laxiste, on peut remarquer également qu'ici, il y a un degré d'attention, si vous voulez, porté aux relations humaines est très faible, mais également, il y a un degré porté à la productivité qui est, ou bien résultat quantitatif de la production qui est vraiment trop faible. Le style autoritaire, le degré d'intérêt porté à la production est très élevé, mais si on parle des relations humaines, c'est vraiment pas d'attention aux relations humaines. Le style participatif ou le style social, c'est que le chef au sein de l'entreprise ou bien le leader prête attention aux relations humaines, mais énormément, ça veut dire elle est très sociale, sans qu'il fasse attention à ce que réalisent ces gens qui travaillent au sein de l'entreprise. Donc, il néglige la partie production ou bien résultats quantitatifs qui seront calculés comme étant critères de la performance. On peut parler de style intégrateur comme étant le style modèle, en fait. Pourquoi? Parce que c'est un style là où il y a un degré d'attention porté aux résultats et à la production est très élevé. De même, le degré porté aux relations humaines est très élevé. Le style intermédiaire, c'est le style qui combine entre l'ensemble, à savoir 5-5, c'est-à-dire moitié porté aux résultats et moitié porté à l'être humain. Black et Mouton ont essayé de noter la grille selon 9-9. Alors quand on dit 9 c'est très élevé par rapport à la production, 9 c'est très élevé par rapport aux relations humaines. Alors chaque style ici est noté selon son emplacement dans la grille. Style autoritaire, c'est 9 pour production, 1 pour les relations humaines. Style paternaliste, social, 1 pour la production et 9 pour les relations humaines. Style collégial, 5-5, moitié-moitié. Et style nonchalant laisser-faire, ce qu'on appelle également laxiste, c'est 1-1, ça veut dire ni production ni relations humaines. Alors la grille de Black et Mouton, selon ces deux auteurs, le style de leadership détermine le comportement du manager. Il est le reflet de sa personnalité, de sa philosophie, de son expérience professionnelle. Différents facteurs influencent ce style de leadership qui précise comment le manager exerce son pouvoir au sein de son entreprise
et de quelle façon il délègue son autorité. Donc, selon les auteurs, le leadership, quand on dit un style particulier, est exercé au sein d'une entreprise, c'est un style qui est bien déterminé par des facteurs qui sont liés à la personne qui gère, ceux qui sont liés aussi à son environnement culturel, à son environnement qui est interne ou bien externe, sans oublier les qualités de la personne comme le charisme et d'autres. On peut aller pour voir ce que nous a dit Hersey et Blanchard. Deux auteurs qui ont développé la théorie de leadership également, mais tout simplement, cette théorie est différente de la première par une simple chose, c'est que tout ce que vous dites est bien par rapport au leadership, mais il ne faut pas oublier le contexte. Alors quand on dit le contexte, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un modèle d'un leadership, ça veut dire un leadership qui est idéal. Il n'existe pas en fait qu'on peut généraliser auprès de toutes les entreprises. C'est impossible pour les Hersey et Blanchard. Pourquoi? Parce qu'ils parlent de ce qu'on appelle le leadership situationnel. Alors le leadership situationnel, ou ce qu'on appelle le management situationnel, selon laquelle il n'existe pas de bon style de leadership, mais un leader doit adapter son style à chaque situation. L'objectif de ces auteurs, c'est que, en fait, de montrer que on peut être tout de suite un leadership autoritaire, comme on peut changer notre style d'ici une heure, qu'on peut devenir par exemple social. Il se peut qu'on soit laissé faire selon le contexte, selon les situations et selon également la catégorie des gens avec qui on traite au sein de l'entreprise. Ici, les auteurs essaient d'expliquer que le changement du style de management dépend également du niveau de maturité des collaborateurs et de l'autonomie. Alors quand on dit l'autonomie veut dire dans ce cas-là, c'est le degré de motivation et également les compétences de ces personnes et ces collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc voilà en fait l'apport de Hersey et Blanchard qui s'appelle le management situationnel. On peut expliquer mieux à travers ce schéma ce que nous a dit Hersey et Blanchard. Ils nous ont expliqué en fait 4 styles de management. Le management directif, alors c'est quoi? Tout simplement, on donne des consignes, on donne des règles et on essaie en fait de diriger l'ensemble tout en restant les décideurs au sein de l'entreprise. Le management directif consiste à ce que le chef au sein de l'entreprise, le manager, il est orienté vers les résultats et ici, vers les hommes, on voit bien que quand on est directif, quand même, une orientation vers les hommes est faite. Le management persuasif, ce qu'on appelle le management persuasif en ce moment-là, c'est que le manager essaie d'expliquer et de convaincre les collaborateurs. Il est orienté vers les résultats, ça veut dire on cherche à atteindre un niveau de productivité maximale. On analyse en fait, si vous voulez bien, on mesure la performance par les critères quantitatifs et objectifs. On est scientifique dans ce cadre-là et une forte orientation vers les hommes. Ça veut dire qu'on prend soin également des êtres humains. Donc on est censé être résultat, également être social et on fait attention à notre entourage. Le management délégatif, on délègue les tâches, mais ce management, il est faiblement orienté vers les résultats, comme il est faiblement orienté vers les hommes. Alors en ce moment-là, on délègue les tâches, on n'est pas en fait intéressé par ce qui se passe, on laisse les choses aller et faire, et ce qu'on appelle le management laisser-faire aussi. Le management participatif, on est très social, on est très humain. Le manager dans ce cas-là, il fait attention aux êtres humains et il prête moins d'attention à tout ce qui est résultat.
qu'il a rapporté comme idée pour aider l'entreprise à motiver le manager à motiver ses collaborateurs au sein de l'entreprise. L'efficacité de l'organisation par l'accomplissement du personnel. Rappelez-vous, l'accomplissement du personnel, comme nous l'avons vu, sur la base de la pyramide de Maslow, c'était situé au sommet de la hiérarchie dans le cadre du développement personnel. Alors c'est un besoin qui est supérieur, dont tout être humain, donc bien sûr, a besoin de développer ou bien de satisfaire ce besoin pour arriver au sommet de la satisfaction de l'ensemble des besoins qui ont été situés par Maslow. Argyris nous dit que tout homme doit avoir un sens à sa vie. Il est donc nécessaire de lui faire confiance. Et l'efficacité organisationnelle dépend de l'aptitude à intégrer les mutations et l'apprentissage organisationnel pour transformer la structure en organisation apprenante. Donc, comme je l'ai déjà signalé dans le contexte, une entreprise qui n'est pas apprenante, c'est une entreprise qui ne va pas suivre les évolutions du marché et de son environnement interne et externe. Bien évidemment, une entreprise apprenante, c'est une entreprise qui prête attention aux ressources humaines et qui va essayer de les former. Il va essayer d'introduire ce qu'on appelle l'apprentissage continu par l'amélioration continue et un bon management de la qualité au sein de l'entreprise. Il préconise également, Argyris, que le style de direction basé sur l'élargissement des tâches, qui consiste à prendre part aux décisions et la conception du travail, est très important pour motiver. Donc, cet auteur nous indique que pour développer la motivation au sein de l'entreprise et pour réaliser une performance, il faudrait se concentrer sur la tâche qui est réalisée par la personne. Il ne faut pas que ça soit ennuyante. Il ne faut pas qu'il exerce, ou bien le collaborateur n'exerce pas un travail de routine pour qu'il ne s'ennuie pas, comme c'était le cas dans l'école scientifique. Et également, il faudrait adopter l'apprentissage continu au sein de l'entreprise par l'amélioration continue à travers le management de la qualité et d'autres. Voilà en ce qui concerne les écoles de management, l'apport des auteurs, que ce soit scientifiques ou bien les auteurs appartenant à l'école des relations humaines, pour répondre à la première question qui était comment performer au sein de l'entreprise. Il y en a ceux qui disent et qui appartiennent à l'école scientifique, performer au sein de l'entreprise, c'est par la science, c'est One Best Way scientifique, et l'école des relations humaines nous dit performer au sein de l'entreprise par l'attention portée aux ressources humaines, mais c'est toujours One Best Way, seulement ici, c'est l'être humain et non pas la science. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention et on se donne rendez-vous lors d'une autre séance pour traiter la stratégie, système, processus, ce qu'on appelle les approches contemporaines. Et on va voir que ces approches, ce sont les approches qui nous disent faites attention, vous devez combiner l'art et la science et ne pas avoir une seule idée concentrée sur la science et l'autre concentrée sur l'art comme l'ont déjà fait, c'est-à-dire l'erreur commise par l'école scientifique et l'école des relations humaines, c'était une concentration sur une seule partie, que ce soit l'art ou bien la science. Et merci encore une fois.